Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Si vous venez de nous joindre à cette émission spéciale consacrée aux funérailles de la reine décédée le 8 septembre. Le monde accompagne la reine aujourd'hui d'Angleterre à sa dernière demeure après l'avoir veillée durant près de 4 jours, comme le veut la tradition. Après une dernière procession, la reine Elisabeth II sera donc inhumée dans l'intimité dans la chapelle de Saint-Georges au château de Windsor, auprès de son père et de son époux, le prince Philippe. La reine est morte, vive le roi, pour parodier UNESCO, et ce n'est guère pour faire dans le cynisme, mais plutôt pour faire dans la réelle politique. Quels sont les défis qui attendent le roi et quel avenir pour le Royaume-Uni? Pour en parler avec nous ce soir, nous aurons par Skype depuis Paris M. Gérard Vespierre, géopolitologue, fondateur du site Le Monde Décrypté. Monsieur Vespierre, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous aurons également avec nous M. Gamal Abina, expert en questions internationales depuis Paris, par Skype aussi. M. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de vous joindre à nous. Sur le plateau, nous aurons, m'accompagnera tout au long de l'émission, donc M. Reda Hariresh, consultant à la 24, et Sofiane Baroudi, journaliste à la rédaction. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais, la Grande-Bretagne et le monde a répondu présent pour accompagner la reine à sa dernière demeure dans un adieu solennel. Les funérailles ont commencé ce matin à 11h. Le cercueil a été tiré sur l'affût de canon en direction de Wellington Arch à Hyde Park Corner. Elle sera inhumée au château de Windsor à 19h à la chapelle Saint-Georges, au nom de son père, Georges VI. Pour ces funérailles, Monsieur Gérard Vespierre, nous allons, avant de rentrer dans les débats, messieurs, en images, voir ce sujet signé d'abord Imen Merad, et nous revenons au débat. Une page se tourne, un dernier au revoir au monde entier. Les obsèques de la reine Elisabeth II, la plus ancienne monarque britannique, ont commencé ce lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster à Londres. Les funérailles organisées ont rassemblé une foule gigantesque dans les rues de Londres. Le roi Charles III, ainsi que d'autres membres de la famille royale britannique, ont suivi le cercueil de la reine Elisabeth II dans l'abbaye de Westminster, rejoignant plusieurs chefs d'État et monarques pour rendre un dernier hommage à une figure unificatrice tout au long de ses 70 années de règne. Les hommages touchent à leur fin ce lundi matin à 11h, après 4 jours au cours desquels des centaines de milliers de personnes ont attendu de longues heures pour passer devant le cercueil de la reine dans l'historique Westminster Hall de Londres, où 2 minutes de silence y ont été observées, ainsi que dans tout le Royaume-Uni. Outre le roi Charles III, la reine consort Camilla et d'autres membres de la famille royale, le prince George, le fils de 9 ans du prince William et de Kate, et leur fille de 7 ans, la princesse Charlotte, étaient présents aux funérailles nationales. Ces funérailles d'État sont les premières depuis la disparition de Winston Churchill en 1965, des funérailles rassemblant plus de 2000 invités à l'abbaye de Westminster. Ont pris part à ces funérailles d'État le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, en sa qualité de représentant du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et son épouse, ainsi que bon nombre de personnalités. Selon le chef de la police londonienne, ces obsèques représentent un événement historique qui a nécessité le déploiement de policiers le plus important jamais vu dans les rues de Londres et la plus grande opération de protection des chefs d'État et personnalités royales qu'ait connue la police en 200 années d'histoire. Des funérailles grandioses, un Royaume-Uni étreint par l'émoi, faisant ses adieux en grande pompe à Elisabeth II, souveraine dévouée, jouissant d'une autorité planétaire en présence de centaines de dignitaires étrangers. Elisabeth II sera ensuite inhumée dans l'intimité dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, à l'ouest de Londres, auprès de son père, le roi George VI, sa sœur Margaret et de son époux, le prince Philippe. Alors, pour commencer, nous allons le faire avec vous, Monsieur Gérard Vespierre. Alors, ce sont des funérailles historiques. Oui, parce que effectivement, le personnage est assez exceptionnel par sa longévité de règne, n'est-ce pas, comme on l'a maintes fois expliqué. C'est aussi un pays, la Grande-Bretagne, qui a participé ô combien à l'histoire du monde. Et maintenant, en dehors du royaume, eh bien, il y a le Commonwealth, donc il y a cette union
de richesse de 2,5 milliards de personnes. Donc, quand vous accumulez, quand vous additionnez l'ensemble de ces éléments, vous vous rendez compte qu'effectivement, la disparition de la reine Elisabeth II, eh bien, est un événement mondial de par cette longévité, de par la responsabilité de la Grande-Bretagne dans les affaires du monde et par la puissance qui reste encore de son influence à travers le Commonwealth. Et donc vous avez un nombre incroyable de représentants des pays du monde, présidents ou premiers ministres ou rois ou reines qui sont présents aujourd'hui en Angleterre. Donc c'est vraiment un événement exceptionnel qu'il nous est donné de vivre, tout comme son couronnement a été aussi exceptionnel, première retransmission télévisée en 1953. Oui, très bien. Monsieur Gabel Abina, vous avez certainement dû suivre depuis le début de ces funérailles, donc à 11 h de ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez, ou qu'est-ce que nous pouvons en dire et on a vu que c'était quand même des funérailles assez impressionnants. Tout à fait, il y a un budget très important qui a été alloué à cela, c'est 35 millions de dollars, me semble-t-il, pardon, excusez-moi. Donc c'est un budget considérable qui est à la hauteur du personnage qui était la reine Elisabeth d'Angleterre, 70 ans de règne tout de même. Effectivement, c'est vient d'être rappelé à l'instant, ce n'est pas n'importe quoi. La monarchie anglaise, c'est une symbolique d'abord d'un conservatisme, d'un peuple qui est thalassocratique, donc c'est les peuples des mers qui ont envahi le monde, effectivement, dans la colonisation, d'un peuple qui était présent partout. Il ne faut pas oublier que l'Angleterre contrôlait, d'ailleurs c'est amusant de voir Biden aujourd'hui au chevet plus, à l'enterrement de la défunte reine d'Angleterre, puisque les États-Unis étaient d'abord une colonie anglaise pour partie, mais surtout c'est un peuple qui effectivement, avec le Commonwealth, règne sur quasiment 2 milliards d'individus en termes de richesse. Plus de contrôle direct, c'est un contrôle indirect puisque c'est les anciennes colonies. Le Commonwealth qui signifie richesse commune, donc c'est pas seulement ça, c'est aussi un empire. C'est pas n'importe quoi l'Angleterre, c'est l'empire d'abord du Royaume-Uni, donc c'est ces États contrôlés par l'Angleterre directement. Je parle donc du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord, de l'Écosse, et au-delà de ça, c'est aussi la couronne d'Angleterre qui règne bien au-delà de ce précaré anglais, puisqu'elle va jusque de l'Australie en passant par le Canada ou l'Afrique du Sud. Tout ça donne vraiment une dimension très importante à ce régime royal, qui était incarné par cette fameuse reine d'Angleterre, qui a accédé au pouvoir effectivement entre 50 et 53, qui a consacré dans sa perspective de royaume rayonnant de l'Angleterre, une façon de créer, de dimensionner et de consolider ce fameux Commonwealth, qui aujourd'hui, il y a, je crois, 52 États, il me semble, qui sont sous le Commonwealth, et qui surtout a démontré que la couronne d'Angleterre a résisté à toutes les révolutions, et a résisté surtout à la République. Ils ont composé avec le Parlement, c'est vrai, mais cela reste quand même un régime très conservateur, très traditionnel, qui est incarné par cette femme qui se voulait réformatrice en faisant filmer son intronisation, et qui finalement va redevenir traditionnaliste dans les années 90 avec l'affaire de Lady Diana qui a défrayé la chronique. Mais c'est vrai que c'est une femme qui est restée très populaire très longtemps et qui incarne littéralement le royaume d'Angleterre et donc la puissance hégémonique d'Angleterre à travers le monde. Oui, très bien, Monsieur Gamal Abina. Je me tourne vers vous, Monsieur Reda Hersh. On dit que ces funérailles, qui sont assez impressionnantes aujourd'hui, sont les premières depuis la mort de Winston Churchill, donc en 1965. Les premières en Angleterre, oui, puisque il n'y a eu aucun personnage de cette dimension-là qui est décédé depuis Winston Churchill, qui a été l'ancien Premier ministre, qui a été plusieurs fois Premier ministre du gouvernement britannique au cours du XXe siècle, et qui était aussi un monument considéré comme un monument national, puisque Winston Churchill, c'est lui qui a mené son pays à la victoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quasiment lui qui a assisté à l'intronisation de la reine Elisabeth II, puisqu'il est revenu au pouvoir pour une courte période en 53-55 qui correspondait au début du règne de la reine d'Elisabeth II. Et c'est très probablement lui qui l'a initié progressivement aux arcanes du pouvoir et qui lui a enseigné quasiment ce qu'est être un gouverneur, être une reine, puisqu'elle était à la fois donc reine du Royaume-Uni, mais aussi à la tête du Commonwealth.
Et c'est elle aussi qui a participé à l'inauguration de la Communauté économique européenne, même si ce n'était pas elle qui était en charge donc, de la gestion, puisque ça relève du Premier ministre, mais tout de même. Donc, Elisabeth II a été aussi celle qui a assisté au Brexit par la suite. Donc, on voit que son parcours à la tête de ce royaume a été édifiant et son peuple reste maintenant dans l'expectative parce que ce qui s'annonce par la suite n'est pas très clair puisque le Royaume-Uni connaît actuellement une période de turbulence, aussi du point de vue aussi bien économique que géopolitique. Et ça, on pourra en reparler par la suite. Oui, absolument. On va développer tous ces points tout au long de cette émission spéciale. Sofiane Baroudi, alors, la chapelle de Windsor, le choix de la chapelle de Windsor n'est pas anodin. Je veux dire que c'est une chapelle qui revêt une grande symbolique pour le Royaume-Uni, pour les Britanniques, mais également pour la famille royale. On va dire qu'il y a un élément de symbolique très très fort qui revient de par déjà cet enterrement, mais aussi de par Windsor. Il faut rappeler que le royaume anglais-britannique est à la base déjà de l'essor de ce qu'on appelle la civilisation occidentale depuis la révolution d'Oliver Cromwell et depuis la jonction entre la monarchie et le principe du marché libre. Monsieur Abina a parlé de la thalassocratie britannique, cette thalassocratie qui a pu se répandre de par le monde entier par le phénomène colonial aussi, mais par aussi la jonction entre la monarchie et le principe de l'économie et du commerce libre et de l'essor du capitalisme. Et dans tout ça, il y a aussi une motion, alors une version, si vous voulez, du christianisme assez particulière, qui est l'anglicanisme, qui est propre justement à la Grande-Bretagne et où la reine, ou le roi, le monarque joue un rôle très important. Donc je pense aussi que l'un des enjeux de ce grand enterrement en grande pompe, c'est aussi de faire appel à des symboles unificateurs de la civilisation occidentale dans un moment de grand doute, voire un peu de décomposition ou de prévision d'effondrement d'un ordre mondial qui a été dominé par l'Occident. Oui, absolument. Monsieur Vespierre, alors des funérailles qui ont vu la présence de beaucoup de chefs d'État, de rois, de chefs de gouvernement, y compris donc le président Biden, le président français, Emmanuel Macron avec son épouse, mais également de chefs d'État arabes. Alors 2000 personnes ont été, si vous voulez, ou personnalités ont assisté ou ont accompagné la reine vers sa dernière demeure. Quel commentaire peut-on faire ? On peut peut-être faire le commentaire, c'est que les affaires du monde continuent leur chemin, n'est-ce pas ? Et s'il y a effectivement énormément de présents, il y a aussi quelques absents. Donc on voit qu'à travers ces absences, en nommant la Corée du Nord, en nommant la Russie, en nommant la Biélorussie, en nommant la Syrie, en nommant la Birmanie, on voit qu'il y a une ligne qui se dessine entre les régimes dits démocratiques et ceux qui le sont un peu moins, voire pas du tout. Donc cette situation du monde telle que nous la vivons est encore malheureusement ensanglantée depuis plus de 6 mois maintenant sur le continent européen, eh bien cela se retrouve de façon non étonnante parce que les Britanniques ont souhaité être chez eux dans ce moment difficile avec des personnalités qui sont, disons, proches ou relativement proches de leur histoire et de leurs valeurs. Et à partir du moment où effectivement il y a une différence sur les valeurs, eh bien là il y a difficulté d'avoir une véritable amitié, une amitié profonde, un respect réciproque. Donc par les absences, et je pense que c'est important de le souligner, eh bien la politique britannique, la politique peut-être aussi occidentale, n'est-ce pas, européenne, eh bien elle continue son cours. Et si je dis européenne, eh bien effectivement à ces obsèques sont présents le président de la Commission européenne et du Conseil européen. Donc, voyez-vous, même s'il y a eu un Brexit, il y a quand même une géographie. Et comme a dit un expert anglais, n'est-ce pas, la géographie domine l'histoire.
Donc, à cette proximité géographique de la Grande-Bretagne avec les côtes françaises, avec l'Europe, eh bien, font que les responsables de l'Europe, de Bruxelles, eh bien, sont présents à cette cérémonie. Oui, Monsieur Gamal Abina, ce n'est pas fortuit, comme je le disais tout à l'heure, avec nos invités et collègues de la télévision, que la chapelle a été choisie, la chapelle de Windsor, d'autant plus que c'est là où se trouve son père, c'est là où se trouve également les cendres de sa sœur, c'est là où se trouve son mari, le prince Philippe. Et c'est là aussi où elle s'est mariée. Donc, c'est, comme je le disais, cette chapelle et toute l'histoire de la famille qui est là-bas. C'est intéressant de rappeler tout de même que l'Angleterre, contrairement à la France, qui n'est pas une république, évidemment, l'Angleterre est un royaume qui est dirigé évidemment par des rois et des reines en l'occurrence, mais surtout qui est très impliqué avec l'Église. On en a parlé à l'instant, ça a été évoqué, anglicane. Il ne faut jamais oublier que la reine d'Angleterre est la chef de l'Église anglicane. Donc il n'y a pas de séparation entre, j'allais dire, le spirituel et le temporel, et certainement pas avec le royaume et Dieu. Donc l'idée qu'elle soit enterrée évidemment dans une chapelle comme celle-ci, que ce soit la chapelle de Windsor, qui est vraiment, on sait très bien que la famille Windsor est la famille iranienne depuis maintenant des siècles, consacre effectivement cette liaison. C'est-à-dire que l'Angleterre, je l'ai rappelé, est effectivement un pays très conservateur. Ce conservatisme a garanti effectivement une certaine réussite. Ça lui a permis de résister par exemple au nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, ça a été évoqué tout à l'heure. Et ça rappelle surtout, là ça vient d'être dit à l'instant, que l'Angleterre reste européenne. Elle n'est pas seulement européenne parce que elle est attachée par un bras de mer à le ventre. Elle est européenne surtout parce que, faut pas l'oublier, le Brexit n'a concerné que l'Angleterre, non pas le Royaume-Uni. C'est-à-dire que ce soit l'Écosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, il reste européen. Donc c'est vrai qu'il se retrouve dans une situation très singulière où il pariait sur un retrait d'Europe pour des mauvaises raisons d'ailleurs, c'est pour une question migratoire, ça a été mis en avant. Finalement, ça a été un peu une grande contre-performance et ça a été un vrai problème sur le plan politique, mais que l'Angleterre reste et restera toujours un endroit incontournable. Rappelons quand même que l'Angleterre est l'inventeur d'abord de l'industrialisation, c'est le pays qui a lancé, qui a créé l'industrialisation, la révolution industrielle. Ensuite et surtout que l'Angleterre est l'inventeur quasiment des marchés financiers. La City de Londres était la première place financière avant que Wall Street ne prenne le relais. Et il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui la City de Londres reste très importante, centrale en Europe. C'est quelque chose de très particulier et de singulier. Donc ce capitalisme mélangé à ce conservatisme et à ce lien religieux, qui est un lien très particulier encore, fait que l'Angleterre a une singularité toute particulière en Europe et très importante et prédominante quasiment sur le plan des idées. Oui, très bien. Alors, Rida, la reine est partie, hein, on le sait maintenant, c'est confirmé, je veux dire, c'est pas pour rire, mais bon, il n'y a pas de retour. Le roi Charles, il est devenu donc roi Charles III. Quel héritage et surtout, quelle nouvelle piste à exploiter aujourd'hui ? La nouvelle piste sera liée notamment aux relations qui vont marquer donc ce nouveau règne de Charles III avec l'Union européenne, puisque l'Angleterre n'est plus membre de l'Union européenne, mais en même temps elle reste quand même un partenaire très proche, puisqu'il y a eu des accords qui ont été signés pour remplacer le Brexit. Et l'Angleterre, son destin, il est encore lié étroitement à celui du continent européen. Il y a également les relations transatlantiques avec le partenaire américain. Oui. Comment va évoluer cette relation à l'aune des conflits qui touchent la planète, et je pense notamment au conflit russo-ukrainien, mais également à ce qui peut se profiler notamment dans la région du Pacifique. Il y a cette relation-là transatlantique. Et enfin, il y a en ce qui concerne la gestion donc d'une période post-élisabéthaine qui ne sera pas simple en ce qui concerne le Commonwealth, puisque maintenant il y a quand même un certain nombre de pays qui voudraient sortir de cette organisation-là. Il y a des pressions notamment au sein d'un pays comme l'Australie et d'autres pays qui souhaiteraient évoluer peut-être vers un régime républicain.
Donc Charles III sera interpellé sur ces 3 aspects-là, parce que c'est lui qui est donc le successeur, et c'est une lourde succession qui pèse sur ses épaules. Elle ne concerne pas uniquement que la cohésion du Royaume-Uni, parce que la cohésion du Royaume-Uni se pose. Est-ce que l'Écosse, dans 10 ans, sera toujours membre du Royaume-Uni? Parce qu'en Écosse aussi, il y a un mouvement sécessionniste, plutôt indépendantiste, qui est de plus en plus puissant. En Irlande du Nord aussi, puisque l'Irlande du Nord est travaillée par des organisations, qui souhaiteraient pourquoi pas faire l'unité avec l'Air pour constituer un seul ensemble avec une seule et même république irlandaise, et aussi rester au sein de l'Union européenne. Donc Charles III, il a du travail. Il a beaucoup de pain sur la planche. Oui. Sofiane Baroudi, alors on l'a vu lors de cette cérémonie qui est grandiose, il faut le dire, des personnalités du monde entier sont venues. Alors c'est un véritable défi sécuritaire pour la Grande-Bretagne. Oui, clairement, notamment dans une conjoncture de haute complexité sur le continent européen, de montée de différentes menaces, ça représente un défi majeur, déjà le défi sécuritaire. Ensuite, parmi les défis principaux auxquels va faire face le roi, ça sera forcément la situation socio-économique. Il faut rappeler qu'en Angleterre, il y a une montée des mouvements sociaux, notamment des mouvements de grève et des mouvements de travailleurs, parce qu'il y a une situation aussi de paupérisation très forte, due d'abord aux conséquences de la guerre en Ukraine, mais pas seulement. C'est-à-dire que même avant, la pandémie et la crise du système mondial avaient engendré, si vous voulez, une crise économique et sociale dont une des conséquences a été le Brexit. Et le Brexit, c'est pas seulement une mésentente entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, c'est aussi une façon pour chacun des partis de défendre ses intérêts. Et ça pose aussi des défis majeurs. Je vais citer par exemple le défi que représente Gibraltar, qui est un territoire anglais-britannique, mais qui tombe sous le coup de l'Union européenne parce qu'il est situé entre l'Espagne et le Maroc, et ça pose vraiment une complication. Il y a aussi la situation, pour revenir sur les défis géopolitiques, en Méditerranée orientale, où la Grande-Bretagne est un acteur important, notamment à Chypre et en Grèce depuis la Deuxième Guerre mondiale, et où il y a une situation de montée vertigineuse des tensions qui oppose la Grande-Bretagne à d'autres acteurs, notamment à la Turquie ou même à la France, notamment parce qu'il y a, si vous voulez, avec la situation de crise énergétique internationale et le fait que le bassin en Méditerranée orientale soit très pourvu en hydrocarbures pose aussi beaucoup de complications. Fait de lui un endroit très convoité. Exactement. également. Monsieur Gamal Abina, donc la question, comme je disais avec Sofiane Baroudi, la question sécuritaire s'est vraiment posée, c'est-à-dire c'est un véritable défi d'assurer la sécurité de tout ce beau monde qui était présent aux funérailles de la reine Elisabeth II. Oui, tout à fait, mais bon, les bobbies ont été déployés, je crois que c'est 10 à 10 000, il me semble, un chiffre assez faramineux. Ensuite, il y a une chose qui est certaine. D'abord, l'Angleterre est un royaume insulaire, c'est un royaume qui est quand même assez bien protégé par les mers, mais surtout parce que les gens qui vont être invités, évidemment, sont triés sur le volet, parce qu'avec la sortie de l'Union européenne, il y a des recontrôles, on contrôle effectivement les allées et venues, et qu'ils ont l'habitude, les Anglais, de faire quand même ce genre d'événement. C'est pas la première fois. On se souvient évidemment de l'intronisation d'Elisabeth, mais pas seulement. Il y a aussi le couronnement de la reine d'Angleterre, celle qui était mariée donc avec le nouveau roi et qui a dû divorcer, c'est Diana. Hein. C'était un couronnement fastueux avec beaucoup de monde, un coût très élevé, une retransmission mondiale. Donc ils ont vraiment l'habitude de ce genre de grandes messes comme ça dans ces cathédrales, effectivement. Et les questions sécuritaires existent, mais à la limite, j'ai presque envie de dire que l'Angleterre n'est pas inquiète à ce point pour la question sécuritaire, parce que déjà le peuple est acquis à la cause du royaume d'Angleterre. Hein. La plupart des Anglais sont plutôt royalistes et moins républicains, et surtout parce que la question ukrainienne est très loin de l'Angleterre. Ils ne sont pas directement impliqués. Effectivement, ils ont une tendance un petit peu fâcheuse à vouloir prendre parti, mais il n'en demeure pas moins que l'Angleterre reste quand même dans une position relativement équilibrée sur ces questions-là et ne s'est pas créé d'ennemis très très violents. On n'est pas dans un État qui aujourd'hui est détesté à ce point. Donc je ne pense pas qu'il y ait de vrais risques, mais c'est vrai que l'exploit, c'est de recevoir non pas tellement le nouveau roi d'Angleterre, hein, c'est surtout de recevoir tous ces présidents, chefs d'État et de gouvernement qui pourraient être inquiétés. Mais je pense que les Anglais ont l'habitude de cela et je ne m'attends pas à des surprises particulières lors de ces funérailles.
Oui, monsieur Gérard Vespierre, si le roi Charles III devait compter, alors sur qui pourrait-il compter dans son entourage? Est-ce que sur sa sœur ou sur son épouse, par exemple? Sur qui peut-il vraiment compter aujourd'hui? Je crois qu'il doit compter sur le gouvernement, n'est-ce pas, et sur le Premier ministre. En dehors de sa relation avec le gouvernement, bien sûr. Oui, ça, je pense que c'est absolument primordial parce que les problèmes qui se posent effectivement vis-à-vis du gouvernement qui, lui, doit résoudre ces questions d'énergie, ces questions de prix, ces questions d'emploi, ces questions de rapport avec la communauté européenne, n'est-ce pas? C'est le gouvernement qui est impliqué. Donc c'est avec Madame Truss que le roi Charles III va avoir cette réunion hebdomadaire. Et c'est là où il sera mis au courant des affaires du monde, en dehors d'autres contacts que le roi peut avoir avec d'autres émissaires des services de l'Empire britannique. Donc c'est vraiment le gouvernement, ne nous trompons pas, n'est-ce pas, de priorité, c'est le gouvernement britannique qui aura à gérer l'ensemble des difficultés, l'ensemble des problèmes qui se présente au Royaume-Uni, et donc le roi a cette valeur symbolique de garder l'unité. United Kingdom, le Royaume-Uni, et comme on l'évoquait tout à l'heure, le Commonwealth. Donc à nouveau cette idée de communauté, n'est-ce pas? Donc il est le garant de cette communauté, mais cela ne veut pas dire qu'il soit l'acteur. Pas du tout, c'est les représentants politiques de la Grande-Bretagne qui sont les acteurs, même si on peut se souvenir, il y a un peu plus de 3 ans, eh bien, la reine Elisabeth, au moment du Brexit, était arrivée dans un événement tout vêtu d'un bleu très, très, très européen, n'est-ce pas? Donc, il y avait un message subliminal. Donc, mais ce n'est qu'un message subliminal. Donc c'est un sens, c'est une émotion qui est propagée. Donc voilà, le roi ou la reine n'a pas vraiment son mot à dire, et directement, il ne peut s'exprimer que dans le secret de ses entretiens politiques avec le Premier ministre de la Grande-Bretagne. Ben justement, Monsieur Reda Hirsch, puisqu'on parle de préserver l'union un petit peu du Royaume-Uni, comment le roi Charles III va-t-il faire face justement pour contribuer à garder cette union du Royaume-Uni aujourd'hui? C'est-à-dire que son rôle, il est bien défini. Outre le fait qu'il joue d'un point de vue protocolaire un rôle symbolique, il y a aussi le fait que il est là pour éventuellement aider le chef du gouvernement, en l'occurrence Liz Truss, la nouvelle première ministre. Et dans le cas où le gouvernement serait confronté à des situations délicates, notamment des situations qui peuvent devenir gênantes pour le chef du gouvernement, je prends l'exemple de l'inflation. L'inflation qui est de plus en plus importante, et on ne sait pas comment va évoluer le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le roi Charles III, il est là pour temporiser un peu les tensions récurrentes qui peuvent jaillir par-ci et par-là, et toujours pour rappeler aux Anglais qu'il y a quelqu'un qui est là pour les protéger, en l'occurrence le roi Charles, puisque c'est en son nom que désormais est entonné l'hymne national britannique. Oui. Donc il est là pour désamorcer toutes ces tensions et rassurer l'ensemble donc de la population britannique dans le cas où il pourrait y avoir par exemple des dissensions ou peut-être même un éclatement. On ne sait pas comment comment va évoluer la situation par la suite. Donc effectivement, ce n'est pas lui qui gouverne directement,
les questions économiques ne relèvent pas de ses attributions, ni même de ses compétences. Oui. Mais bon, quand il y a, par exemple, un bras de fer qui peut surgir entre le chef du gouvernement et l'opposition, ou entre le chef du gouvernement et la population britannique, et qui peut être, par exemple... On a vu avec Margaret Thatcher et avec d'autres chefs du gouvernement, ben, le roi ou la reine était toujours là pour venir et temporiser un peu là où les situations, c'était le cas notamment avec la reine Elisabeth II lorsqu'il y a eu le Brexit. Officiellement, elle n'avait pas formulé donc une opinion personnelle, mais elle ne s'est pas gênée en tous les cas pour le manifester aussi bien du point de vue vestimentaire que d'une autre manière. Vous voyez, oui. Le rôle du souverain, en quelque sorte, est complémentaire avec le chef du gouvernement. Il ne doit pas interférer dans les affaires du gouvernement, mais il est là pour appuyer ce gouvernement s'il est en difficulté. Oui. Alors, Sofiane Baroudi, quelle relation peut-on envisager ou peut-on voir ou déceler désormais entre le gouvernement et la famille royale ? Je rappellerai déjà que le nouveau gouvernement a surgi d'une crise profonde, c'est-à-dire que l'ancien Premier ministre a été obligé, lui et son gouvernement, de quitter les affaires pour de multiples raisons, notamment les conséquences de la guerre en Ukraine et notamment les conséquences économiques. Il y a une crise sociale très importante. En Angleterre d'abord, il y a des mouvements sociaux qui appellent par exemple à des grèves générales qui peuvent vraiment déstabiliser le pouvoir. Et dans ce sens, à mon avis, le rôle d'arbitrage que peut jouer le monarque peut être un rôle important pour essayer d'équilibrer les choses parce que le gouvernement conservateur souffre de grande impopularité et que les solutions justement de sortie de crise, à mon avis, sont très restreintes, notamment dans une conjoncture de stress énergétique très élevé dans tout le continent européen et particulièrement en Angleterre. Il y a des mesures d'urgence qui ont été prises et qui vont encore être prises en prévision d'un hiver qui va être difficile. Il y a aussi plusieurs questions qui se posent sur l'union justement du Royaume-Uni. Par exemple, la question de l'indépendance écossaise se pose d'une manière très intense, au moins depuis 5 ans. Et c'est possible que le décès d'Elisabeth II, qui était quand même une figure tutélaire qui permettait de garder certains équilibres, c'est possible que ce décès-là permette l'accélération, par exemple, de la revendication indépendantiste écossaise et même irlandaise. Il y a aussi une montée des tensions importantes dans la zone Asie-Pacifique où l'Angleterre est un acteur déterminant parce qu'il y a ce qu'on appelle les Five Eyes, qui est une force militaire plurinationale avec l'Angleterre, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui est opposée directement à la Chine sur le dossier de Taïwan et de Hong Kong, un dossier qui peut rapidement s'accélérer où on peut trouver aussi, on peut avoir un débouché de conflit de haute intensité. Oui, Reda, oui, vous souhaitez réagir ? Rajouter un autre point, et puis il y a d'autres questions sous-jacentes qui peuvent comme ça surgir et auxquelles on ne s'attend pas, notamment en ce qui concerne la question de Hong Kong, puisqu'il y a une partie de la population hongkongaise qui souhaite rejoindre la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne est toujours très attentive aux revendications des Hongkongais qui ont rejoint la Chine en 1997. Mais bon, on a vu qu'il y avait des manifestations sur place et que le système démocratique qui avait été mis en place au départ suite à un accord entre le Royaume-Uni et la Chine est de plus en plus remis en cause. Donc les citoyens de Hong Kong ne voudraient pas vivre sous l'autorité d'un régime qui ne serait pas démocratique de leur point de vue. Et la Grande-Bretagne, ces dernières années, suite au Brexit, elle a également manifesté son intention d'aider les citoyens de Hong Kong et de leur attribuer carrément la nationalité britannique s'ils désirent, pourquoi pas, venir au Royaume-Uni ou bénéficier toujours d'une protection indirecte de la part de la couronne britannique. Oui, et c'est une politique aussi qui est donc dirigée par la Grande-Bretagne pour rallier un maximum, bien sûr, d'alliances. Il faut dire que ce sont des politiques très étudiées aussi. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Hongkongais en tous les cas. Oui. Monsieur Gamal Abina, est-ce que vous souhaitez justement faire un commentaire sur ce que vient de dire Sofiane Baroudi et Reda Hariresh?
Oui, tout à fait. J'ai envie de dire une chose importante par rapport à ces questions géopolitiques. D'abord, il y a une question qui était évoquée tout à l'heure, la question des pays qui voudraient quitter Commonwealth. Il y a plus de pays qui veulent le rejoindre que le quitter, puisque maintenant des pays francophones comme le Rwanda ont décidé de rejoindre le Commonwealth depuis un certain nombre d'années, parce qu'ils s'imaginent, peut-être à tort, que le Commonwealth, c'est la possibilité de développer le pays mieux que ce qu'a laissé comme colonie les Français. Enfin, le colonialisme français. Ensuite, sur la question congolaise, alors il faut savoir une chose très importante, parce que les gens ont tendance à mal juger la Chine. Xi Jinping, le président chinois, est quelqu'un qui est très ambitieux. On l'a compris sur un plan économique, mais pas seulement, sur le plan aussi militaire. Xi Jinping a une longue mémoire, comme toute la Chine. L'Angleterre de Victoria était un pays qui a mis à genoux et humilié la Chine en la droguant. J'ai coutume de dire que Victoria, la reine d'Angleterre, donc on va rester correct, était quasiment le premier grand dealer mondial de drogue par rapport à ces fameuses guerres de l'opium. Et donc les Chinois l'ont très mal vécu, cette période d'humiliation totale, avec à l'époque un empereur de Chine qui avait demandé à l'Angleterre d'arrêter cela, et ça a continué. Et bien aujourd'hui c'est pareil. C'est vrai que la question de Hong Kong qui était rendue en 1997 aux Chinois, puisque ils avaient pour principe de faire une Chine, deux systèmes, donc un système plutôt libéral et puis un système dirigiste chinois. Cette question a retrouvé des tensions il y a 2-3 ans par rapport à des manifestations sans doute peut-être téléguidées de la part, les Chinois l'imaginent, de l'Angleterre. Et surtout, la question de Taïwan n'est pas une question anodine. C'est la question qui pourrait d'ailleurs être extrêmement épineuse dans les années à venir, parce que les Chinois n'acceptent pas que Taïwan ait fait sécession à l'époque où évidemment il y a eu ce départ de Chiang Kai-shek qui espérait reprendre la Chine communiste avec le Kuomintang. Aujourd'hui, Taïwan est devenu une véritable pomme de discorde, et effectivement, on a parlé des armées qui sont déployées là-bas, États-Unis, Angleterre, les fameuses Five, qui sont effectivement, encore une fois, une zone de tension perceptible par les Chinois et qui vient, du point de vue chinois, essentiellement des États-Unis, bien sûr, mais de l'Angleterre. Donc la couronne d'Angleterre, par rapport à ça, joue très très mal sa partition et pourrait poser problème. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, Charles III, n'est pas un roi qui est très populaire en Angleterre. La question qu'il a laissée par rapport aux années 90 avec Lady Diana, qui était plus populaire, le fait que ça ait créé des tensions, le fait qu'il se soit remarié avec une femme divorcée, le fait qu'il n'ait pas vraiment voulu de cette couronne et que de toute façon il ne va pas la garder longtemps, ce ne sera pas le record de sa mère, tout cela conduit à penser que c'est plutôt son fils qui sera pressenti comme étant un bon roi et que lui sera juste un roi de transition. Donc ça laisse une période de transition difficile avec une économie en berne et effectivement un retour du thatcherisme, puisque la femme Liz Truss, qui vient d'être élue, se réclame de Thatcher, qui va créer des tensions considérables en Angleterre. Et on se souvient que Thatcher n'était pas aimé par Elisabeth. Donc il est probable qu'il y ait des tensions entre l'exécutif anglais et évidemment cette figure tutélaire du royaume d'Angleterre qui voudrait qu'il n'y ait pas de problème chez elle et que tout se passe bien avec son peuple, avec ces sujets. Oui, Monsieur Gérard Vespierre, alors je vais poser une question qui est très très liée intimement, je veux dire, la famille royale. Est-ce que c'est vrai que les Britanniques sont en deuil, c'est vrai que la mémoire de la reine et la douleur est encore fraîche, mais est-ce que la famille royale aujourd'hui, le prince Charles en l'occurrence, Charles III, le roi, pardon, ne risque-t-il pas de voir le dossier de la mort de Diana ressurgir? Bon, on ne peut pas insulter l'histoire en disant que un dossier ne sortira pas à nouveau. Mais la probabilité, je pense, est relativement faible, voire très faible, parce que l'Angleterre, la Grande-Bretagne est confrontée à des défis qui sont d'un tout autre ordre, n'est-ce pas? Le dossier de Diana est un dossier donc à l'intérieur de la famille royale qui a maintenant été, hélas, réglé par le décès malheureux, épouvantable de la princesse. Mais bon, maintenant, voilà, ces choses-là sont terminées. Le prince Charles s'est remarié et je crois qu'il y a un respect en Angleterre, en Grande-Bretagne, de cet ordre réétabli en quelque sorte. Oui. Et je crois que l'union qui est je crois en totale harmonie entre Camilla, donc la reine consort, et le roi Charles III prouve ou indique en tout cas que les Britanniques n'auront pas, je dirais, le souci de déséquilibrer ou d'essayer de poser problème à un couple qui est dans l'harmonie. Je crois que ni l'État, ni la royauté, ni la Grande-Bretagne, ni
les Anglais eux-mêmes ont à y gagner. Donc je ne crois pas du tout à cette possibilité, et d'autant plus que le temps, n'est-ce pas, le temps continuera à faire son œuvre, donc continuera non pas à oublier, mais en tout cas à gommer et effacer les aspérités qui ont pu exister autour de ce douloureux dossier, mais donc le temps est passé. La situation aurait été tout autre si effectivement la reine Elisabeth était décédée un an ou deux après le décès de Diana. Donc là, on aurait eu certainement des griefs totalement différents. Mais maintenant, le temps, comme je le disais il y a quelques instants, est passé. Le temps continuera à couler et à effacer les douleurs et les problèmes. Oui, je disais ça parce que Sofiane Baroudi, quelque part, depuis quelque temps, depuis que donc le décès de la reine, il y a beaucoup de souvenirs qui ont été réanimés, y compris donc celui de la princesse Diana, comme on l'appelait, la princesse des cœurs. Et de plus en plus, on parle justement de faire ressortir un petit peu ce dossier et les conditions de sa disparition, de son accident. Était-il accidentel? Était-il prémédité? Était-il volontaire? Commandité? En fait, ça refait surface. Est-ce que cela risque de faire tache d'huile? Est-ce que cela, justement, pourrait compromettre à nouveau le roi Charles III? On va dire que beaucoup de choses ont été dites sur justement le décès de Diana, qui était une figure très très populaire, et que le roi Charles lui-même a eu beaucoup de difficultés pendant les 20 dernières années avec les complications liées à ce dossier, mais pas seulement liées à sa vie privée, à certaines autres problématiques. C'est pour ça que pendant un moment, on parlait du prince William comme étant le successeur à 40 ans, une figure jeune et on va dire une figure qui n'a pas un passif avec l'opinion publique. Mais actuellement, le roi Charles III a été intronisé et comme... Pas encore, juste il est déclaré roi Charles, mais il n'a pas encore été intronisé dans quelques... Exactement, enfin, on verra mais dans quelques mois, voilà. Formellement, c'est lui mais on qui sait a... que c'est lui le roi. Il n'a pas été, excusez-moi, oui, il n'a pas Reda été couronné. Couronné, mais il a été intronisé. C'est-à-dire que c'est lui qui a succédé à sa mère en tant que roi. Oui. Et je pense que l'actualité géopolitique est tellement intense et aussi la crise sociale et économique, comme ça a été dit par les invités, pose tellement de problèmes que l'affaire de Lady Diana risque de se retrouver au second, voire au troisième plan, parce qu'il y a beaucoup de défis dans une conjoncture, je le rappelle encore une fois, de grandes complications. D'ailleurs, sur les dossiers géopolitiques qu'ils ont à gérer, on a oublié un dossier important, parce qu'on a parlé de Thatcher, c'est celui des îles Malouines, qui oppose les Anglais à l'Argentine, qui demande la démilitarisation de la zone. Qui est un dossier qui n'a pas été complètement exactement, qui demande réglé. La démilitarisation de la zone et l'ouverture de négociations avec les Britanniques qui sont sommés par les Argentins de quitter une zone qui est considérée comme étant une zone argentine et qui a été ensanglantée par plusieurs conflits, notamment le dernier en 82. Oui, très bien. Monsieur Reda, je pense que vous voulez justement réagir. Alors voilà, faites-le, je vous donne la parole. Oui, c'est-à-dire que le roi Charles III, dès le décès de sa mère, a été proclamé donc roi d'Angleterre, mais la cérémonie d'intronisation sera faite dans quelque temps, c'est-à-dire après la période de deuil. C'est à ce moment-là où il sera couronné. Mais cela dit, c'est bel et bien lui, le roi, ce n'est que... c'est des formalités protocolaires. Voilà, tout à fait. Qui prennent du temps. Oui, exactement. Je voulais aussi parler d'un autre aspect et qui concerne donc l'aspect géopolitique. La question de la princesse Diana qui peut être instrumentalisée par d'autres pays pour déstabiliser la Grande-Bretagne. Je pense notamment au conflit ukrainien parce que les services secrets russes sont au courant de pas mal de choses en ce qui concerne cette affaire-là. Et il y a eu effectivement pas mal de zones d'ombre avant et après son décès. Le 31 août 1997, parce qu'il ne faut pas oublier que le père donc, de l'homme qu'elle connaissait, qu'elle fréquentait, Dodi El Fayed, n'a toujours pas obtenu la nationalité britannique, lui qui emploie plusieurs milliers d'Anglais
parce que c'est un richissime milliardaire. Lui-même, je crois qu'il est une dynastie à lui-même, quoi. Oui, lui-même. Le père de Dodi Al-Fayed s'est toujours posé la question. Il s'est dit, mais je n'ai rien à me reprocher. Je suis donc présent ici en Grande-Bretagne et j'emploie beaucoup de mes concitoyens. Plusieurs milliers d'Anglais travaillent sous son égide. Oui. Donc, il y a des zones d'ombre. Donc, l'hypothèse n'est pas écartée, c'est ça que vous voulez dire, l'État. L'hypothèse, oui. Donc, l'hypothèse n'est pas totalement écartée. Non, ça pourrait être aussi loin de là. un point de pression. Il peut y avoir, des rebondissements. Très bien. Je vous propose donc d'écouter ou de voir avec nous le reportage qui a été donc fait par Imen Maled sur le parcours d'une reine. 70 années se sont écoulées sur le trône d'Angleterre, des guerres, des conflits familiaux, des chagrins, un Brexit, et la reine resta fidèle au Royaume-Uni. Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old. La souveraine de 96 ans a rendu l'âme ce 8 septembre 2022. Elle incarna le pouvoir et marqua l'histoire à tout jamais. La princesse Elizabeth Alexandra Mary est venue au monde un 21 avril 1926 au 17 Broughton Street, la maison de Londres de ses grands-parents maternels, Claude et Cecilia Bowes-Lyon, le comte et la comtesse de Strathmore, fille du prince Albert, duc de York, futur George VI, deuxième fils du roi George V et de la reine Mary. Elizabeth n'a que 8 mois lorsque ses parents s'embarquent pour un tour du monde d'une durée de 6 mois. La princesse resta au Royaume-Uni auprès des grands-parents, comme le veut la tradition, pour accomplir les tournées royales de l'époque. Malgré les périodes d'absence fréquentes, Elizabeth, ses parents et sa jeune sœur, la princesse Margaret Rose, forment une famille qui partage régulièrement de bons moments. Même si George V était réputé pour sa sévérité et rigueur envers ses enfants, il adorait sa petite fille et celle-ci entretenait une étroite relation avec ses grands-parents. À la mort de George V le 20 janvier 1936, l'oncle d'Elizabeth lui succéda au trône. Son règne fut de très courte durée, car il abdiqua 11 mois plus tard pour se marier à l'américaine Wallis Simpson, 2 fois divorcée. Une abdication qui changea le cours de la vie de la jeune Elizabeth, âgée alors de 10 ans. Suite à l'intronisation de son père en tant que roi George VI, la princesse devient l'héritière présomptive et toute la famille déménagea au palais de Buckingham. Les engagements de l'ascension de George VI engendrent dans la vie de ses filles beaucoup de tristesse, car ceci impliquait moins de temps passé à ses côtés. Les filles de George VI ont reçu une éducation à domicile par la gouvernante Marian Crawford, qui leur cultiva l'histoire, la géographie, la littérature et la composition, mais pas que. D'autres gouvernantes avaient pour mission de leur enseigner la langue française, la musique et la danse. La reine Elisabeth était parfaitement bilingue. En grandissant, Elisabeth a reçu une éducation supplémentaire distinctive pour la préparer à sa future position, à l'instar des cours d'histoire et de sciences politiques. La princesse passa beaucoup de temps auprès de son père, qui lui inculqua les devoirs d'une future souveraine. Tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, Elisabeth poursuivit ses études et commence à assumer ses responsabilités officielles. À 14 ans, elle contribua à sa première diffusion radiophonique en s'adressant aux enfants du Royaume-Uni et du Commonwealth dans le cadre de l'émission de la BBC Children's Hour. En 1944, la princesse commença à accompagner ses parents lors d'engagements suprêmes à travers le Royaume-Uni et elle devient conseillère d'État. En 1945, Elizabeth rejoint les rangs du Auxiliary Territorial Service, devient commandante junior vers la fin de la guerre. La reine est la seule chef d'État à avoir servi en uniforme durant la Deuxième Guerre mondiale. La princesse a fait la connaissance du prince Philippe de Grèce et du Danemark dès sa tendre enfance. Ce n'est qu'en 1939 qu'ils se rapprochèrent lors d'une visite au Dartmouth Naval College. Le Buckingham Palace annonça le 9 juillet 1947 les fiançailles de la princesse Elisabeth et du prince Philippe. Le couple a célébré leur mariage à Londres le 20 novembre 1947.
La cérémonie est diffusée sur les ondes radiophoniques de la BBC à un auditoire de 200 millions de personnes à travers le globe. Le tout premier enfant royal, le prince Charles, est né au palais de Buckingham le 14 novembre 1948, suivi de la princesse Anne le 15 août 1950, le prince Andrew venant au monde 10 années plus tard, le 19 février 1960, puis le prince Édouard le 10 mars 1964. Élisabeth fut une mère aimante et présente pour sa famille. Néanmoins, la santé déclinante de George VI précipita les responsabilités de la princesse Élisabeth, qui a dû assumer un calendrier exigeant d'engagements royaux alors que ses enfants étaient encore très jeunes. George VI décéda le 6 février 1952, alors que la princesse Élisabeth et le prince étaient en voyage au Kenya. La princesse succéda automatiquement au trône en tant que reine Élisabeth II. La nouvelle reine et son mari retournent aussitôt au Royaume-Uni et l'intronisation fut très bien perçue par le public britannique. Élisabeth, héritière présomptive du trône, jouissait d'une importante popularité dès son plus jeune âge. À 26 ans, Élisabeth II fut couronnée reine le 2 juin 1953. Elle entra ainsi dans l'histoire en devenant la première monarque à être couronnée chef du Commonwealth et reine du Canada. Sur sa robe se trouvent les symboles des royaumes du Commonwealth et des feuilles d'érable brodées qui représentaient le Canada. Élisabeth prêta serment, investie de robes et de tenues de cérémonie, et couronnée reine du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, du Pakistan et du Sri Lanka. La cérémonie du couronnement a permis de concilier la tradition cérémoniale rattachée aux origines saxonnes de la monarchie, tandis que sa retransmission télévisée l'a fait entrer dans le salon commun des mortels grâce à la technologie. La reine Élisabeth II parraina plus de 600 organismes caritatifs ainsi que d'autres organismes culturels et philanthropiques à travers le monde. La reine Élisabeth II a toujours maintenu la couronne au-dessus des partis politiques. Croyant fermement au Commonwealth, la défunte a joué un rôle de médiatrice dans les conflits entre ses États membres et a apporté son soutien et ses conseils aux dirigeants du Commonwealth, y compris à ceux qui étaient fortement opposés au gouvernement britannique. La sagesse et la maîtrise politique de la reine furent saluées sa vie durant par ses premiers ministres, des aptitudes résultantes de ses années d'expérience et de sa lecture quotidienne des journaux du pays. Assumant son rôle avec stoïsme et dévouement, la reine Élisabeth II a malgré elle banalisé l'idée qu'une femme puisse être au pouvoir. Il faut dire qu'en 70 ans de règne, la monarque en a vu passer des hommes aux rênes du gouvernement, au total 14 premiers ministres, de Winston Churchill en passant par Tony Blair, David Cameron jusqu'à Liz Truss, et 2 femmes, Margaret Thatcher et Theresa May. Elle gagne la palme de la plus longue longévité, toute reine et roi en exercice confondus. Il y a 55 ans, une foule immense se pressait aux abords du palais de Buckingham à Londres. À l'intérieur, la reine Élisabeth II venait de décorer John Paul, George et Ringo. La foule hurle sous les fenêtres du palais de Buckingham. Les Beatles ont reçu une médaille de l'ordre de l'Empire britannique. La scène fut inédite. Jamais auparavant des musiciens n'avaient reçu une telle distinction. Ce n'étaient que les anciens combattants qui en avaient droit. La reine, une collectionneuse d'art, la Royal Collection, peinture, photographie, bijoux, avec 200 000 œuvres, la collection est constituée depuis le XVe siècle. Son Altesse, la reine Élisabeth II, était la plus grande collectionneuse privée du monde. En plus de son amour pour l'art, elle a été elle-même une muse pour certains artistes. Le monde entier reconnaît depuis longtemps que la reine s'est acquittée de son rôle constitutionnel, souvent difficile et délicat avec grâce, et avec un savoir-faire politique exceptionnel. Sa sagesse et son sens du devoir lui ont valu d'être considérée avec une fusion de respect, d'estime et d'affection qui transcende les nations, les classes et les générations. Elle était immensément fière du Royaume-Uni et de son peuple, mais au final, la reine appartenait au monde et le monde pleure sa disparition. Voilà donc, c'était un sujet signé Imen Mered sur le parcours de la reine Élisabeth II. Vient de se joindre à nous Monsieur Manuel Pouchelet. Monsieur Manuel Pouchelet, bonsoir. Vous êtes de Paris par Skype. Vous êtes expert en géopolitique et questions sécuritaires. Bonsoir.
Bonsoir madame. Monsieur Manuel Pouchelet, alors on vient de voir que la reine Elisabeth II a été inhumée, ou le sera dans quelques instants, dans la chapelle de Windsor. L'après Elisabeth II. L'après Elisabeth II, si vous voulez, on peut dire qu'elle a préparé le roi Charles III aux défis et aux enjeux d'avenir. C'était un témoin précieux du XXe siècle, et le roi Charles III, si vous voulez, l'est aussi à son tour. Maintenant, je pense que, au regard de la situation, avec la volatilité, le reversement des alliances, le Royaume-Uni maintenant va devoir faire face à des défis qui sont nombreux et dont on peine encore à quantifier les conséquences. On a déjà les résultats du Brexit avec des catastrophes, on peut dire, sur le plan économique, parce qu'on ne peut pas dire que le Royaume s'y était vraiment préparé. On va se poser également des questions sur savoir si le Royaume-Uni demeure, entre guillemets, excusez-moi cette expression, un peu un pays satellite des États-Unis pour diviser un peu l'Europe. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de questions. On a une crise en Europe avec la crise ukrainienne, et on va sûrement demander au prince Charles également, puisqu'on a entendu son discours où il a, de manière régulière, évoqué le Commonwealth. On pense que le Commonwealth va jouer un rôle grandissant au niveau de l'économie de la Grande-Bretagne. Et puis aussi, nous attendons avec impatience les orientations de Madame Truss, la nouvelle Première ministre. Donc, si vous voulez, l'ordre du jour du roi Charles III de Madame Truss est particulièrement complet. Je pense que dans un court avenir, ils n'auront pas le temps, on va dire, d'être les héritiers immédiats de la reine. Ce qui est passé avec la reine, maintenant, j'allais dire, a fui. Le présent appartient maintenant au Royaume-Uni. Je ne pense pas qu'ils aient le temps, malheureusement, d'une période d'adaptation, mais bon, de toute façon, le roi Charles III, si vous voulez, était rompu à l'exercice, qui n'était plus que protocolaire sur la fin on va dire, de règne de sa mère. Mais maintenant, les enjeux pour les Britanniques sont importants. On a une paix sociale qui risque de se dégrader on a entendu parler des prix de l'énergie qui s'envolent, et aussi les autres dossiers internes de politique interne au Royaume-Uni. Je pense à l'Irlande du Nord, qui a été également évoquée par Madame Truss lors de son discours. Donc, si vous voulez, l'agenda est chargé. L'accueil de ce nouveau roi est pour l'instant accepté, et il va devoir faire ses preuves, et malheureusement dans un délai très rapide. Est-ce qu'il va voir les autres dirigeants européens? Parce que quoi qu'on en dise, il ne faut pas isoler non plus la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni de l'Europe, qui en a besoin, notamment sur des problématiques communes. Je pense à la défense, je pense à l'économie, ou si vous voulez, la crise en Ukraine mobilise encore tous ces pays d'Europe qui doutent, et dont on voit déjà certaines divisions par rapport à Moscou, où certaines allégeances du passé jusqu'en 90-91 l'étaient encore fortement, si vous voulez. Donc maintenant, le Royaume-Uni va devoir, on va dire, arbitrer certains choix. Il va devoir le faire au niveau de la scène internationale, il va devoir faire au niveau aussi en politique intérieure, mais j'ai un peu peur qu'au niveau de la politique intérieure, si vous voulez, elle passe en second plan, parce que l'actualité internationale et la crise en Ukraine, qui est en Europe, s'invite et impose des choix malheureusement compliqués et complexes. Voilà. Très bien, Monsieur Pouchelet. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que nous sommes en direct pour une émission spéciale de 2 heures qui porte sur les funérailles de la reine Elisabeth II d'Angleterre, qui sera donc inhumée à la chapelle de Windsor. Pour terminer, Monsieur Gérard Vespierre, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le couple Union européenne, Royaume-Uni, est un couple qui est menacé en raison du Brexit, surtout avec la disparition de la reine? Le dossier du Brexit aura besoin certainement d'être revu et amendé. Il y a le problème effectivement de la partie irlandaise, qui est une difficulté, puisqu'il fallait définir une zone de frontière entre l'Irlande et donc l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, et donc il a été choisi de le faire justement entre les deux parties. C'est une difficulté du commerce.
une grande difficulté qui trouve maintenant sa solution par des flux de marchandises qui viennent directement d'Irlande vers les côtes françaises sans traverser donc la Grande-Bretagne, sans traverser l'Angleterre. Donc voyez-vous, il y a donc des obstacles, il y a des questions à voir. Mais donc la probabilité d'un déchirement est derrière nous. Puisqu'il y a eu un accord, maintenant il faut, avec le temps, voir les choses qui posent encore des difficultés et comment les résoudre. Sur le plan donc de la politique internationale, il y a une grande proximité d'intérêts, de stratégie entre l'Union européenne et l'Angleterre et la Grande-Bretagne, plus exactement. On le voit dans cet incroyable dossier ukrainien. Donc l'Europe est vraiment unitaire dans son soutien à l'Ukraine vis-à-vis de l'invasion russe. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Si Vladimir Poutine avait essayé de diviser l'Europe depuis des années, de couper l'Europe depuis entre justement les États-Unis et l'Europe, de créer une coupure dans l'océan Atlantique, eh bien le conflit en Ukraine finalement rapproche l'ensemble du monde occidental. Donc, très bien, Monsieur Gérard Vespierre. D'ailleurs, ce sont des sujets qui font effectivement l'actualité et qui s'imbriquent et s'enchevêtrent. Monsieur Reda Hiresh, justement, est-ce que vous pensez aujourd'hui que face aux défis intérieurs, le Royaume-Uni pourra s'occuper des défis extérieurs ? Est-ce qu'il n'aura pas fort à faire justement sur le plan intérieur, de façon à ce que ça puisse compromettre un petit peu, si vous voulez, les défis qui l'attendent sur le plan externe ? C'est un vieux royaume, donc qui on l'a vu déjà. Donc il est rompu quelque part tout à à l'exercice politique. C'est quelque chose qui les monarques britanniques ont une grande expérience dans ce domaine-là et ils savent faire la différence entre les questions qui relèvent de la politique intérieure et celles qui sont liées donc aux affaires étrangères. L'un n'empêche pas l'autre. Aussi bien le chef du gouvernement que le roi sont tout à fait en mesure de faire la part des choses. Et la Grande-Bretagne devra assurer, en tout cas, le monarque sera en charge du rayonnement de son pays, parce que la Grande-Bretagne reste quand même une référence en matière aussi bien de politique étrangère que de doctrine économique en ces temps troublés. Et à cet aspect-là. Et puis, il y a un second aspect aussi qui n'est pas négligeable, c'est toute cette phase post-Covid qui devra être gérée par la nouvelle première chef du gouvernement britannique qui a été qui a été intronisée qui a été mise en place par la reine Elisabeth II à la veille donc de son décès. Et je pense que je crois qu'elle a dû prêter allégeance à la reine puis au roi. Donc en l'espace de moins de 3 jours, quoi. Excessivement. Oui, exactement. Oui, ces défis aussi bien, quelle que soit la nature des défis qui vont se présenter au roi Charles III, il a quand même 74 ans. Il a été préparé donc à la gestion des affaires du royaume. Je crois qu'il a eu 50 ans à le faire. Il a eu largement le temps pour se préparer. Il a eu largement le temps pour se préparer. Donc, bien au contraire, il est resté à l'ombre de sa mère, alors que il était tout à fait en mesure de jouer un rôle plus important. Donc, sous cet aspect-là, on n'a pas trop à s'inquiéter. C'est plutôt la nature des défis, comment ces défis vont-ils évoluer par la suite, parce que la monarchie britannique, elle continuera, vaille que vaille, à jouer son rôle dans le monde, aussi bien au sein du monde occidental que au niveau de l'ensemble de la planète.
Oui, très bien. Alors, avant de poursuivre donc notre débat, je vous propose de voir ce dossier pour savoir qui est le roi Charles III, pour ensuite parler de sa personnalité et les défis qui l'attendent. Le dossier est signé Tinhinen Makassi. Né le 14 novembre 1948 à Buckingham Palace, Charles Philippe Arthur George sera le premier membre de la famille royale à suivre une scolarité normale. En 1955, sa mère, feu la reine Elisabeth II, annonce que le jeune prince ira à l'école, mettant ainsi de côté de vieilles traditions royales. Il sera également le premier du clan à obtenir un diplôme universitaire. Il fera son cursus au Trinity College à Cambridge. Couronné prince de Galles le 1er juillet lors d'une cérémonie transmise en direct par la télévision britannique, le jeune prince marquera les esprits en prononçant une partie de son discours en langue galloise, notant ainsi son intérêt non seulement pour les langues, mais aussi pour les affaires de la couronne. Homme de passion et de conviction, avant-gardiste parfois même, connu pour son engagement écologique depuis son plus jeune âge, il fera du climat sa principale cause. Il a créé un jardin et une ferme entièrement biologiques dans son domaine de Highgrove dans l'ouest de l'Angleterre. Et depuis 2007, il publie son empreinte écologique. Aux côtés de l'environnement, le nouveau roi du Royaume-Uni est aussi un grand passionné des arts, notamment la peinture, qu'il avoue pratiquer de temps à autre. Le scandale fera aussi partie de la vie de celui qu'on aura du mal à nommer autrement que Prince Charles. Son mariage avec Lady Di sera sans doute le plus marquant, puisqu'il dévoile au monde le poids lourd des traditions de la monarchie. Premier dans l'ordre de succession, le prince Charles sera proclamé roi sous le nom de Charles III, demain samedi au palais de St. James. Une intronisation qui va changer le quotidien des Anglais. Ainsi, le visage de Charles III va commencer à apparaître sur les pièces et autres billets de la Banque du Royaume-Uni, remplaçant le profil d'Elisabeth II, mais aussi dans les timbres officiels du pays, sans oublier l'hymne national qui sera désormais God Save the King. Monsieur Vespierre, je reviens vers vous et je dis qu'aujourd'hui, lors de ces funérailles, c'est la première fois qu'on entonne un petit peu l'hymne national en disant « God save the King ». Ah, tout à fait. Donc c'est effectivement une énorme page d'histoire qui se tourne. Au grand nombre d'entre nous, effectivement, ont connu que le God Save the Queen. Donc, eh bien, c'est un nouveau réflexe qui doit s'installer, qui effectivement symbolise à la fois la continuité, n'est-ce pas, de la royauté britannique, et puis, eh bien, la différence qu'il peut y avoir entre un monarque et une reine. Donc, ces choses-là sont développées de façon, vous voyez, très très méticuleuse. On est effectivement dans la bonne pratique de l'étiquette et nos amis britanniques excellent complètement. On le voit dans cette cérémonie de plusieurs heures sur 2 sites différents, réglés au millimètre, n'est-ce pas? Tout est prévu dans le moindre détail. Et donc il y a cette symbolique toujours qui est présente et qu'il faut rappeler, qu'il faut même peut-être souligner. Regardons le transport du cercueil de la reine, n'est-ce pas, qui a traversé les rues de Londres. Et il n'y avait pas de chevaux. C'était des hommes qui pouvaient tirer ou freiner le déplacement du cercueil. Donc voilà, tout ça est très très bien orchestré, tout à fait prévu dans le moindre détail. Et je crois que l'ensemble des sportifs britanniques auront à cœur d'entonner donc le nouvel, mais toujours identique hymne national britannique avec God Save the King, mais voilà, tout le monde sera toujours dynamisé et fier d'appartenir au royaume. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Sofiane Baroudi, je continue avec vous. Alors, c'est la première fois, effectivement, qu'on entend que l'hymne national, il y a la notion du roi. Désormais, je crois qu'ils vont l'entendre pour longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je pense que c'est D'ailleurs, c'est un fait inédit. Je crois qu'il y a eu beaucoup de reines. Victoria, la reine Elisabeth II. Donc, c'était toujours que le bon Dieu sauve la reine et pas le roi. Cette fois-ci, il devra sauver le roi parce qu'il est confronté justement à plusieurs défis. D'ailleurs, il y a une particularité du règne d'Élisabeth II et de cette succession, c'est que le règne d'Élisabeth II a commencé avec ce qu'on appelle l'ordre mondial qui est né de la Seconde Guerre mondiale, très particulièrement, et avec la Charte des Nations Unies, et l'Organisation des Nations Unies, qui célèbre d'ailleurs aujourd'hui son Assemblée générale. 70 ans plus tard, on en est à une reconfiguration de cet ordre international et les États les plus puissants qui disposent du droit de veto sont justement confrontés à une revendication criante de la part d'autres États qui sont émergents et qui revendiquent justement l'ouverture, par exemple, du droit de veto à d'autres puissances, à des puissances africaines, à des puissances asiatiques. Et on entend de plus en plus la revendication aussi de la nécessité d'un monde multipolaire qui revient de plus en plus. Et je pense que si Élisabeth II a été la reine justement de l'ordre mondial sous l'égide du droit international incarné par la Charte des Nations Unies, Charles III devra lui se confronter à une configuration de transformation profonde qui est incarnée actuellement par les revendications de certains États, notamment de grands États africains comme l'Algérie qui revendiquent la réforme des Nations Unies, mais aussi à une situation géopolitique internationale qui impose une reconfiguration et une transformation de l'échiquier politique international. Et c'est en ça qu'il sera confronté, par exemple, à un grand défi qui est celui de la division de l'Alliance transatlantique. On citera par exemple l'exemple du fait que la Turquie, qui est l'un des plus grands États de l'OTAN, dispose d'armes de défense russes. Que la Grèce aussi, qui est un État de l'Alliance transatlantique, elle aussi fait alliance avec la Russie. Et donc, il y a un peu une division. Il y a aussi le lien historique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne qui est un peu remis en question, notamment par une conjoncture interne aux États-Unis où il y a une forte contestation. On rappellera que sous l'ère Trump, si vous voulez, le slogan, c'était America First, c'est-à-dire les États-Unis d'abord. Et la ligne des Trumpistes, c'est de s'écarter de l'Alliance transatlantique, de s'écarter aussi d'une alliance privilégiée avec la Grande-Bretagne. Très conservateur, très puritain. Et aussi très, on va dire, très autocentré. Oui. Et donc, il y aura un peu tous ces défis-là auxquels le roi devra se confronter. Donc, Monsieur Manuel Pouchelet, justement, il y a des urgences du gouvernement fraîchement élu, celui de Liz Truss, et les urgences qui s'imposent au roi aujourd'hui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les préoccupations internes, par exemple, peuvent être effacées justement par des impératifs mondiaux ? Je l'ai évoqué dans ma première intervention, j'ai un peu peur. En fait, ça me fait penser, si vous voulez, aux déclarations de Boris Johnson quand il est arrivé au pouvoir. Juste après le Brexit, il avait promis qu'avec l'argent du Brexit économisé qu'il ne donnait plus à l'Europe, il pourrait réhabiliter des hôpitaux, construire des routes, etc. Finalement, que nenni. Il n'a rien pu faire parce qu'il s'est retrouvé avec une dette colossale à honorer et résultat, il a été obligé d'être malheureusement sous influence également d'une politique internationale prégnante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la politique internationale s'invite dans les relations internes du pays. Donc je ne pense pas que le Royaume-Uni puisse faire une volte-face immédiate au niveau de la politique intérieure, même si Mme Truss s'y est engagée. Mais attention, dans ce monde qui se multipolarise et où pour l'instant, j'allais dire une expression un petit peu, les barbares sont à la porte de l'Europe et puis d'autres espaces, il va falloir être très méfiant. Diriger sa stratégie, notamment de défense, uniquement contre la Russie et la Chine est une grave erreur. Et je peux vous dire une chose, c'est que le Royaume-Uni, Monsieur Johnson avait également parlé de déporter son axe de défense stratégique en mer de Chine. Donc si vous voulez, il va peut-être falloir être obligé de recentrer, de revoir toute cette stratégie qui a été définie avec Monsieur Johnson, où beaucoup l'ont qualifié de personnes, on peut dire, un petit peu fantaisistes. Mais le Royaume-Uni, de toute façon, ne peut pas faire sans l'Europe, ni l'Europe ne peut pas faire sans le Royaume-Uni. De toute façon, la politique intérieure du Royaume-Uni, elle va de toute façon s'inviter avec l'arrivée de l'hiver, avec une facture d'électricité qui explose. On a entendu la première mesure de Mme Truss a été de bloquer les prix de l'énergie parce que d'après les informations qui ont été diffusées pendant les obsèques, un Britannique sur 4 ne pourra pas se chauffer cet hiver. Alors, comme c'est un pays ultra-libéral, avec la liberté des tarifs et ainsi de suite, je pense qu'on se risque à un conflit social. Tout comme dans les autres pays d'Europe. Il y a déjà des mouvements. En Angleterre, il y a un mouvement qui a déclaré
qui n'allaient pas payer des factures d'électricité. Donc, si vous voulez, la première mesure radicale de Madame Truss, nouvellement arrivée, ça a été de bloquer ces fameux tarifs. Maintenant, les autres enjeux du Royaume-Uni, on a aussi, là je vais y intégrer le Commonwealth cette fois-ci. Il va falloir être prudent. On a vu la visite de Narendra Modi, le Premier ministre indien, en Europe, et en même temps, il pactise avec la Russie, sachant que l'Inde est membre du Commonwealth. Je pense que le roi Charles va devoir des explications à ses partenaires européens et américains. Et là, on va compter, si vous voulez, sur son poids, si je puis me permettre, pour justement faire fléchir son allié indien et demander une clarification des positions. Il faut dire aussi, on est dans un monde multipolarisé, on l'a vu lors de différentes émissions que vous avez organisées aussi sur votre chaîne, on a des renversements d'alliances permanents, mais également aussi des contestations de leadership au sein des alliances. Donc, si vous voulez, tout ça contribue à une volatilité générale qui est particulièrement difficile et dangereuse et qui, malheureusement, se retrouve dans le portefeuille du citoyen, aussi bien européen, britannique ou sous d'autres latitudes, si vous voulez. Oui, très bien, Monsieur Manuel Pouchelet. Comme on vient de l'entendre, donc avec Monsieur Manuel Pouchelet, il y a beaucoup de risques, effectivement. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une dislocation ? Quand je dis dislocation, je parle du Commonwealth, bien sûr, puisque de toute façon, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie ou même le Canada, voudraient bien changer de régime. C'est-à-dire qu'on va entrer dans une période avec le roi Charles III. Ça sera très probablement un roi de transition. Parce que autant sa mère, la reine Elisabeth II... Comme le disait tout à l'heure Gamal Labina. Exactement. Autant sa mère, la reine Elisabeth II, elle a pu incarner le début d'une nouvelle période, c'est-à-dire un ordre mondial qui était donc axé sur les deux grandes puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, à savoir les États-Unis et la Russie, et l'ex-URSS, pardon. Oui. Et la reine Elisabeth II, c'était véritablement cet ordre mondial qui a débouché donc dans un premier temps sur la guerre froide et puis par la suite sur donc la dislocation de l'ex-URSS. C'était aussi une période qui a eu pas mal d'innovations technologiques avec l'arrivée de sa mère Elisabeth II. C'était aussi l'intronisation dans les foyers britanniques et dans le reste des foyers dans le monde de la télévision, en noir et blanc à l'époque et puis en couleur par la suite. Donc c'est toute une ère qui finit. Oui. Et cette ère-là, elle débouche bien sûr sur une période troublée. Ça a commencé avec donc le Covid-19 et puis maintenant c'est toute cette crise énergétique qui est due au conflit russo-ukrainien et très probablement que Charles III, il essaiera dans un premier temps de temporiser un peu parce qu'il aura affaire à une situation volatile et comme l'a dit notre interlocuteur, un pays partenaire au sein du Commonwealth comme l'Inde se retrouve en négociation avec des adversaires de la Grande-Bretagne et du camp atlantiste, à savoir l'URSS. Donc comment est-ce que la Grande-Bretagne va elle-même pouvoir se recentrer avec ses partenaires de l'OTAN, mais également avec le reste de ses partenaires au sein du Commonwealth. Donc c'est une période délicate qui commence. Très délicate qui s'annonce. Effectivement, on va le voir tout à l'heure, Monsieur Reda Harirish. Sofiane Baroudi, je vous remercie de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, je vous propose de voir ce sujet signé Iman Merad qui revient justement sur les défis qui attendent le roi Charles III. Suite au décès d'Élisabeth II le 8 septembre dernier, l'héritier du trône Charles III se retrouve face au défi de l'unité de son royaume. Certains médias britanniques s'interrogent déjà si la monarchie résisterait à la disparition de la reine. Lors de l'ascension au trône du roi Charles III, il a été observé un homme moderne à la personnalité édouardienne, un philosophe prémonitoire qui revient souvent au vocabulaire du XVIIIe siècle. Lors de son allocution télévisée à la Nation et au Commonwealth, il a décrit ses défunts parents comme sa maman chérie et son cher défunt papa, des termes qualifiés d'affectueux. Il a également exprimé ouvertement son amour pour Harry et Meghan,
affichant une certaine largesse émotionnelle. L'accès au trône de Charles III survient dans un contexte particulièrement difficile au Royaume-Uni. Le pays fait face à l'une des plus graves crises économiques de ces 40 dernières années, avec des grèves massives du service public. Politiquement, le gouvernement est relativement instable. 4 premiers ministres se sont succédés en 6 années. Par ailleurs, les tensions sont au cœur de la Grande-Bretagne moderne, entre ceux dont la politique est motivée par un nationalisme nostalgique et ceux qui préfèrent une approche avant-gardiste et cosmopolite. C'est un clivage qui reflète le miroir d'une éventuelle rupture. Il apparaît que des millions de nouveaux sujets du roi croient que l'histoire britannique devrait être rendue glorieuse et que l'Empire représente fondamentalement une réelle force. Et ceux qui rejettent la mythologie du Rule Britannia et discernent plus clairement les péchés d'un passé colonial souvent meurtrier. Réconcilier ce clivage, ou du moins l'empêcher de se rompre davantage, est l'un des principaux défis du règne de Charles III. Au-delà des enjeux politiques, l'autre enjeu à surmonter pour Charles III serait son image, vraisemblablement moins populaire que sa défunte mère ou même celle de son fils William. Charles III va devoir gagner l'affection de ses sujets. Suscitera-t-il donc le même respect mondial que la reine Elisabeth II? Aura-t-il la même attraction, son tripette? Donc, on vient de le voir, pas mal de défis sur le plan personnel. D'abord, je crois qu'il va refaire son image. Également sur le plan économique. Monsieur Ben Yahia, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Monsieur Ben Yahia Falid, je rappelle que vous êtes économiste. Alors, la question qui se posait tout au long de ce débat, c'est est-ce que justement le roi Charles III arrivera-t-il à relever les défis économiques? Bien sûr, on sait très bien que c'est le gouvernement qui s'occupe de ça, un gouvernement tout nouveau, celui de Liz Truss, mais quels sont les défis qui attendent justement le roi Charles III? Bismillahirrahmanirrahim. Donc la première des choses, c'est que cette personnalité, ce monarque, donc il arrive dans une situation un peu conflictuelle, donc très délicate sur le plan, je dirais, économique et sur le plan géopolitique international. Donc l'Angleterre traverse une situation très délicate. Donc il y avait le Brexit. Donc l'Angleterre n'a pas voulu suivre la démarche des pays européens. Donc elle a dit basta, donc elle veut sortir de l'Union européenne parce qu'elle a trouvé que les pays de l'Est, notamment la Pologne, la Bulgarie, etc., profitent donc du social anglais. Donc les conservateurs ont mis, je dirais, une pression très importante sur le gouvernement, donc de Boris Johnson et même des autres gouvernements pour sortir du Brexit. Et même s'il y avait le vote, je dirais 49, 48 à 52%, mais je dirais que une bonne partie, surtout des conservateurs, donc ils ont quitté. Deuxième grand défi, c'est que la situation mondiale après la Covid-19, donc c'est un problème, je dirais, l'économie mondiale qui se trouve dans une situation très délicate. Donc il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, beaucoup de fermetures d'entreprises, notamment en Angleterre. Et actuellement, il ne reste pas beaucoup d'entreprises, ni en France, ni en Angleterre, parce que la plupart sont partis en Chine, en Inde. Ils se sont délocalisés. Voilà ce qu'on appelle la délocalisation des entreprises, même dans les pays de l'Est. Donc il ne reste plus grand-chose. Qu'est-ce qui reste au niveau de l'Angleterre? C'est, je dirais, la City, la finance en Angleterre, qui est très très forte. Et oui. D'accord, c'est ça le rôle du roi Charles III. Donc il veut préserver, je dirais, la City. Parce que si la City est menacée, la finance anglaise est menacée, ça veut dire que le Royaume-Uni est menacé. Et donc ils essayent de sauver le pound, de sauver le capitalisme, je dirais, proprement dit, au niveau capitalisme de l'Angleterre avec les Américains. Et donc avec les Five Eyes, je dirais, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc c'est un, je dirais, c'est un seul corps, d'accord. Donc, et le deuxième point, c'est que le Commonwealth persiste parce que eux, ils veulent plus qu'il y ait l'indépendance ni de l'Écosse ni de l'Irlande du Nord, parce qu'il y a des menaces aussi, je dirais, politiques par rapport au Sinn Féin qui existe en Angleterre, etc. La reine d'Angleterre, donc la Elisabeth II, je dirais qu'elle a joué la carte de sagesse, elle a su intelligemment avec ses conseillers comment préserver le Royaume-Uni. Elle avait une grande expérience donc, dans la gestion du Royaume-Uni. C'est vrai que son fils a vécu pendant plusieurs années avec elle,
mais est-ce qu'il a les mêmes capacités que sa mère? Je ne sais pas. Donc c'est vrai qu'il a une expérience importante, mais parce que les défis, et même pour préserver, parce que le plus important, c'est de préserver les acquis du Royaume-Uni, d'accord? De préserver la monarchie qui a presque 1000 ans, préserver, je dirais, les grands capitaux anglais, préserver l'unité, je dirais, du Commonwealth, faire face aux défis, parce on constate qu'il y a des manifestations en Europe, donc même des mouvements de colère. Poutine actuellement, il est en train d'utiliser une carte qui est très dangereuse, ça veut dire qu'il va tout fermer en hiver pour provoquer, je dirais, les manifestations en Europe, et là, ça fait peur pour l'Angleterre, d'accord? Donc les défis sont très très importants. Donc pour le roi Charles III, il veut d'abord préserver l'économie, et je pense que la mission du Premier ministre, donc Liz Truss, elle est une néoconservateur, donc elle veut préserver les intérêts des grands capitaux au détriment de la population. Même s'il faut que la population souffre pendant 2, 3 ans, 4 années, mais il faut que l'Angleterre sorte de cette crise avec un minimum de dégâts. Donc le défi est très important. Oui, très bien. Ce sont des points qu'on a abordés effectivement. Alors, il y a beaucoup de choses que le roi doit faire. Alors, comment va-t-il les faire? C'est la question que je vous pose, Monsieur Manuel Pouchelet. Oui, écoutez, le roi, de toute façon... Cet équilibre très difficile à maintenir, justement. Le challenge pour le roi, le défi pour le roi Charles III, si vous voulez, ça va être de préserver l'unité déjà du royaume. On a annoncé des soubresauts au niveau du Commonwealth avec des changements de régime, mais je ne pense pas que cela va intervenir tout de suite. Il y a une démarche à faire, mais on a quand même eu des soubresauts assez inquiétants, même en Europe, avec l'Écosse à un moment, qui avait été sensible aux sirènes européennes en demandant à reconnaître l'euro comme monnaie d'échange, et aussi à un moment a failli rallier l'Union. Donc attention. Je pense que de toute façon, dans l'immédiat, la priorité du roi, ça va être de préserver, surtout du Premier ministre, Madame Truss, parce que le roi règne mais ne gouverne pas. Mais en revanche, je pense qu'au regard de son expérience passée, c'est une monarchie qui est finalement très moderne. Elle connaît aussi les affres des problématiques de la société. La reine Elisabeth II a pour la première fois dû intégrer une famille recomposée, si vous voulez. C'était quelque chose quasiment impossible de son époque, et aujourd'hui c'est le cas. On le voit d'ailleurs avec le roi Charles III. Mais maintenant, revenons aux défis qui attendent le roi, revenons, on va dire, à la politique intérieure que Madame Truss souhaite développer. Il va falloir préserver cette unité du royaume. On a en Europe ça gronde, si vous voulez. Et l'hiver est propice à la gronde. Absolument. La rentrée est toujours une période délicate. On le voit en France. Moi, j'habite en France. Je peux vous garantir qu'on a un agenda au niveau de notre gouvernement qui est chargé, dont notamment une réforme des retraites qui, si vous l'accumulez avec la crise énergétique, je pense que là, ça va être une révolution. Et croyez-moi qu'en France, on a une petite expérience dans ce secteur. Mais revenons, si vous voulez, au roi Charles III. Il va, je pense, être confronté à un jeu d'équilibrisme entre un Commonwealth qui va devoir rassurer et qui va, on va dire, alimenter son économie. Parce que quand vous regardez l'histoire de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni en général, quand ils ont intégré l'Union européenne, je vous ferai remarquer qu'ils ont inondé l'Union européenne avec les produits du Commonwealth, qui faisait une concurrence énorme aux produits européens, à tel point qu'il y a eu des discordes assez profondes. Aujourd'hui, c'est un royaume, on va dire, c'est un pays qui a quitté l'Union européenne. Votre invité parlait de place forte et financière à Londres. Depuis qu'il y a la crise ukrainienne, Londres n'est plus aussi attractif. Les nouvelles places fortes aujourd'hui en Europe, à l'heure actuelle, c'est Paris, Bruxelles et Francfort. Parce que le pouvoir décisionnaire en matière financière se trouve à Francfort. Donc, si vous voulez, Londres a un petit peu perdu, et c'est ce qui fait peur au roi Charles. Donc maintenant, quel discours va-t-il tenir pour, on va dire, renouer avec ce succès qui était cette situation britannique? Après, ils ont quand même Jersey et Guernesey qui sont des paradis fiscaux, plus d'autres pays, d'autres paradis fiscaux au niveau des îles. Mais attention, pour l'instant, la priorité, c'est de garder l'unité du royaume, surtout au niveau des citoyens. Cette journée d'aujourd'hui, qui est très particulière, que l'on a qualifiée d'historique, on a vu cette communion des Britanniques et des gens du Commonwealth qui étaient présents à Londres pour honorer la mémoire d'Elisabeth II. Si vous voulez, ça va rester intact. Maintenant, la question est l'épreuve du temps. Combien de temps cela va-t-il durer? L'agenda du roi est chargé.
j'ai un peu peur que les interférences et on va dire les interactions, excusez-moi plutôt, de la scène internationale le privent de certaines décisions de politique intérieure. Et c'est Madame Truss en fait qui va arbitrer, mais je pense que le roi Charles III, au regard de son expérience qui est déjà longue, va pouvoir la guider et lui donner, entre guillemets, excusez-moi, peut-être des directives. Je rappelle que Madame Truss n'a que 47 ans. Oui. Oui, très bien. Vous faites bien de le dire, Monsieur Manuel Pouchelet. Alors, tout à l'heure, vous parliez justement de ce risque de dislocation, n'est-ce pas, des pays du Commonwealth. Et Farid Ben Yahya vient de dire aujourd'hui que la force justement du Royaume-Uni, c'est ce genre de pays qui sont avec lui et qui font une sorte de force financière. Alors, s'il y a un risque de dislocation, si aujourd'hui le Canada ou des pays comme l'Australie ou comme la Nouvelle-Zélande décident de ne plus faire partie de ce Commonwealth? Tout dépend de la force de la Grande-Bretagne elle-même et de la force du roi Charles III, parce qu'il a des atouts personnels en main. Et il faut savoir que ce nouveau souverain s'est impliqué longuement dans la vie associative britannique. Il a parrainé beaucoup d'associations et lui-même, il a contribué, c'était un acteur économique dans son pays, il a contribué directement ou indirectement à la création d'1,5 million d'emplois dans sa vie. Ça, on ne le dit pas suffisamment. Donc, c'est quelqu'un qui est très au fait des affaires économiques de la Grande-Bretagne, même si maintenant, il ne pourra plus le faire, et il l'a dit. J'ai d'autres responsabilités qui font que maintenant je vais me retirer de la vie associative, mais c'est quelqu'un qui était pleinement impliqué, je dirais, dans la société civile britannique. S'il arrive à montrer qu'il a la main sur son pays et s'il est écouté par ses partenaires sociaux, ça va renforcer davantage l'image de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, ça ne sera pas une image d'un pays dégradé, d'un pays chancelant. Et c'est de cette image-là que, justement, les autres partenaires qui sont à l'affût, je pense notamment aux Canadiens, aux Australiens, même aux Néo-Zélandais, s'ils se rendent compte que, finalement, le roi Charles III est là et qui tient la barre, leur projet sécessionnistes ou indépendantistes pour les uns et des projets de réforme pour d'autres pourront être relégués donc au calendrier grec. Donc tout dépend de la force donc de la Grande-Bretagne et de son souverain. Est-ce qu'il sera dès le départ en mesure d'imprimer sa marque personnelle et de dire je suis là, je contrôle la situation et je suis en mesure de faire des propositions nouvelles, pourquoi pas, et de contribuer à l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Est-ce que c'est un roi, est-ce qu'il a l'ambition? Est-ce que c'est un roi qui est ambitieux? Il ne faut pas oublier qu'il est resté à l'ombre de sa mère. Comment va-t-il maintenant réagir? Ce sont des paramètres et affirmer sa personnalité, parce que ça sera aussi un point de vue dont on devra tenir compte. Oui. Monsieur Farid Ben Yahya, justement, une vitesse de croisière qui a été imposée par sa mère, donc Elisabeth II. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Charles III pourra justement maintenir cette vitesse de croisière et cette stabilité du Royaume-Uni? Tout dépend de sa stratégie, de la stratégie donc de ses propres conseillers, d'accord. Parce qu'en Angleterre, c'est vrai que c'est une monarchie qui gouverne, plutôt qui a le trône, mais qui ne gouverne pas. Donc il y a un gouvernement, mais toujours la reine Elisabeth avait son mot à dire au gouvernement, d'accord. Oui. Donc depuis Winston Churchill jusqu'à cette Madame Truss, donc voilà. Donc on ne peut pas dire que la reine, peut-être qu'elle s'est émissée dans les grands dossiers, d'accord, parce qu'il y a des non-dits de la gestion et du pouvoir secret de la reine Elisabeth II. Pour son fils, donc, le problème, c'est qu'un homme politique doit avoir une bonne image avec sa population. Donc, avec l'appel de Diana, son divorce avec Diana auparavant, donc ça, je dirais, tenait un peu son image vis-à-vis des Anglais, d'accord. Donc, Diana avait plus, je dirais, d'image par rapport à... Très proche de la population. Très bien. Et donc, elle faisait elle était membre des associations caritatives, etc. Donc, c'est pour ça que lui aussi a pris ce chemin-là. Mais
il a 2 enfants qui sont très écoutés, très aimés par la population anglaise. Donc c'est le prince William et Harry. Donc et eux, donc ils n'ont pas géré, donc ils sont là, donc ils ont une culture qui est différente donc de l'Elisabeth II. C'est des réformateurs dans le sens, ils voient le monde autrement que leurs aïeuls, etc. Ça, c'est la confiance, donc je dirais, des Britanniques. Donc c'est à lui, donc il faut qu'il y ait une stratégie de communication très importante, d'accord. Il faut qu'il prenne des décisions adéquates par rapport au Royaume-Uni pour rester unis, d'accord. Et je pense que les intérêts des uns et des autres, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, donc ils sont liés. Si la City tombe ou si l'Angleterre tombe, où il y aura, je dirais, les États qui vont être disloqués, beaucoup d'intérêts américains, du capital américain seront touchés. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il y a en quelque sorte une union secrète des grands intérêts, des grands milliardaires qui veulent toujours maintenir. Et bien sûr, c'est à lui de jouer la politique avec le monde arabe, avec les pays du Golfe, avec les pays africains, avec l'Asie, etc. Donc, c'est à lui de se déplacer, de faire des relations, de reconstruire l'économie anglaise, d'accord. Donc, il va essayer de booster, je dirais, les hautes technologies, parce que je pense que l'Angleterre va se développer dans le domaine de l'armement, dans le domaine spatial, des satellites, etc., dans les nanotechnologies, dans l'industrie pharmaceutique, donc tout ce qui est industrie de pointe, d'accord. Il ne faut pas omettre que les premières universités en Europe, c'est des universités dans le classement de Shanghai, elles sont anglaises et américaines. Donc c'est pour ça que il a beaucoup plus de cas. C'est vrai qu'il y a des menaces, il y a des défis de la part de la Chine, et de Moscou et de Pékin, mais toujours utile, l'Angleterre a toujours des cartes à jouer, et tout dépendra donc du nouveau roi Charles III sur sa stratégie. Oui. Il ne faut pas qu'il commette des erreurs, parce que ça peut retomber sur sa gestion. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il va absolument falloir qu'il joue d'une grande opération de marketing, comme l'a compris déjà son ex-épouse, la princesse Diana. Monsieur Manuel Pouchet, je vois que vous voulez réagir à ce que vient de dire Monsieur Falid Ben Yahia. Oui, bien sûr. Moi, je voulais un petit peu compléter. De toute façon, la famille royale, si vous voulez, est déjà ces 22 milliards d'apports de livres par an, ne serait-ce que par les produits dérivés et les visites en Angleterre. Ensuite, en ce qui concerne en revanche la politique anglaise du Royaume-Uni, les challenges pour le Royaume-Uni, ils sont nombreux. En ce qui concerne le secteur de la défense, et là c'est l'ancien militaire qui va s'adresser à vous, l'Allemagne est très proche du Royaume-Uni dans sa politique de défense. Je rappelle qu'avec l'Union européenne, il y a quand même encore les accords de Lancaster House concernant la sécurité. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, l'Europe est menacée à ses frontières, notamment en Méditerranée orientale, avec Chypre et puis la Grèce. Mais force est de constater que la France souhaite prendre le leadership de cette initiative, où justement Londres n'a pas pu honorer. Mais en même temps, il y a aussi eu des relations qui se sont vraiment refroidies avec Londres à cause de l'affaire de l'AUKUS et la vente des sous-marins français à l'Australie. Donc si vous voulez, c'est ce qui a vraiment freiné. Et là, on vient d'apprendre que les Américains seraient incapables de livrer les sous-marins en temps et en heure à l'Australie. Donc si vous voulez, depuis le Premier ministre australien qui avait été à l'initiative de cette déception pour la France, a été remplacé. J'ai en mémoire, si vous voulez, ce qu'avait dit Gordon Brown lorsqu'il était Premier ministre. Il a dit « Aujourd'hui, si je ne réussis pas, je dois prendre conscience que j'aurai un vent de sanctions et que je serai amené à quitter le pouvoir ». C'est ce qui s'est passé, vous l'avez évoqué dans votre documentaire, avec les six premiers ministres en 4 ans. Preuve qu'il en est, qu'il y a des votes sanctions, et les Britanniques le sont. En ce qui concerne le roi Charles III, il a quand même une parole qui est décomplexée. C'est un personnage qui, des fois, peut froisser le protocole. Est-ce qu'il aura la même liberté d'action ? On a pu le voir, ça doit être un casse-tête pour les services de sécurité quand il est allé serrer la main des Britanniques qui s'étaient rassemblés autour du Buckingham Palace, et ainsi de suite. Le roi Charles III va imprimer de sa marque, on va dire, son règne. Maintenant, comment va-t-il le faire ? Il est peut-être encore un petit peu tôt de se prononcer, mais une chose est sûre, il va devoir affronter ou trouver des solutions rapidement avec des résultats immédiats, et je pense qu'il va peut-être devoir se confronter à la devise latine des actes plutôt que des paroles, parce qu'aujourd'hui on est dans des sociétés défiantes,
partout en Europe. D'ailleurs, on voit la montée des mouvements nationalistes et là, ça commence à devenir très inquiétant. Dès qu'il y a des situations de crise, est-ce que le roi Charles va réussir ce défi? La question reste ouverte. Maintenant, nous avons cette chance d'avoir un roi expérimenté qui est encore, on va dire, marqué du XXe siècle, mais qui est entré dans le XXIe siècle avec l'aide, on va dire, de sa mère. Mais la page de la reine Elisabeth II, maintenant, est terminée, elle est tournée. Mais de là à tourner les talons immédiatement, moi, j'y crois pas trop. Maintenant, revenons au défi de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas un pays industriel comme l'Allemagne. C'est un pays libéral, c'est un pays économique, c'est un pays financier, avec les dérives que l'on connaît. Mais aujourd'hui, avec le monde dans lequel nous vivons, avec cette polarisation qui s'annonce, il faut savoir que les initiatives, et ça c'est important de le souligner auprès des téléspectateurs ce soir, on n'a plus le droit à l'essai. C'est soit un échec, soit une réussite. Il n'y a pas l'entre-deux, vous voyez. Et ça, je pense que le roi Charles III en a conscience. Mais de là à faire revenir Londres dans la course technologique, c'est vrai que les universités britanniques et américaines sont dans le top 10 du classement de Shanghai. Mais attention, ne rêvons pas trop. Nous avons maintenant l'intégration d'universités chinoises, d'ailleurs avec des chercheurs occidentaux. Oui, très bien, pour la précision. Alors, oui. Je vois que vous étiez en train de vouloir réagir à ce que disait Manuel Pouchelet sur ces éventuels défis qui attendent le roi Charles III. Justement, est-ce que c'est un petit peu l'homme qui va ramener cette petite nouveauté ou ce petit allègement du protocole, ou est-ce qu'il va suivre à la lettre le protocole comme il le faisait du temps de sa maman? Il va certainement faire évoluer cet ordre protocolaire. Et d'ailleurs, dès qu'elle est décédée, il est parti serrer la main de ses concitoyens britanniques. Il y a une femme qui lui a fait la bise. Oui. Donc c'est pour bien montrer qu'il ne sera pas dans les pas de sa mère. Il sera beaucoup plus proche, ne serait-ce que physiquement, de ses compatriotes. Et c'est ça qui va peut-être lui permettre de relever un certain nombre de défis. Il va se défaire aussi cette image d'un monarque conservateur, même s'il est amené quand même à faire perpétuer la tradition monarchique. Et pour revenir à la situation économique de la Grande-Bretagne, c'est le pays des services. Donc c'est axé autour de la finance et du tourisme. Il se distingue de la France qui a un secteur agricole qui est important et de l'Allemagne qui est un pays industrialisé. La Grande-Bretagne est quand même un maillon important de l'alliance occidentale, aussi bien politique qu'économique, et il aura toujours des partenaires qui seront à l'écoute, les partenaires américains, les partenaires allemands. Donc, comment va-t-il ajuster ou réajuster la Grande-Bretagne dans cette architecture géopolitique? Ça sera ce défi qu'il devra réaliser. Voilà. Oui. Monsieur Ben Yahia, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc la dernière question sera pour vous. Alors, selon vous, il y a quand même une crise énergétique, une facture énergétique qui explose en Angleterre. Il y a aussi un mouvement de mécontentement, mouvement social bien sûr, et puis la monarchie qui est en pleine mutation. Alors, comment faire pour faire l'équilibre entre ces deux donnes complètement à l'antipode l'une de l'autre? Je pense que pour la protestation sociale, c'est le Premier ministre britannique, donc nouvellement installé, Madame Liz, c'est elle qui doit gérer. Et je pense qu'elle va subir peut-être les mêmes problèmes que Margaret Thatcher avec les miniers, d'accord? Donc peut-être qu'il y aura quelques grèves, quelques manifestations. Donc il y a une inflation au niveau de l'Angleterre. Est-ce qu'ils peuvent piloter cette opération, je dirais, qui est délicate? Est-ce que la guerre en Ukraine va se terminer ou est-ce qu'elle va, je dirais, enrichir d'autres positions, d'accord? Parce que le premier gagnant dans cette guerre, c'est les Américains, d'accord? Le dollar a vraiment grimpé, l'euro a perdu beaucoup de choses.
le continent le plus menacé dans cette guerre, c'est l'Europe, d'accord? Donc on dirait que c'est une guerre par procuration que Sir Basil Lederhart a écrit ça dans son livre Stratégie. Et est-ce que l'Europe va essayer, parce qu'il y a des mécontentements, parce qu'en Allemagne, même en France, donc il y a des voix qui disent voilà, il faut que cette guerre s'arrête. Voilà, parce qu'il y a eu des menaces réelles sur l'Europe. Et autre chose qui est très importante, c'est que les Anglais essaient d'investir un peu en Afrique, en Namibie, au Zimbabwe, donc ils essaient de trouver les poches du gaz, etc., d'accord, pour essayer d'avoir cette alimentation. Mais le plus grand problème, je pense que d'ici 3, 4 à 5 années, on ne peut pas remplacer le gaz russe. D'accord. Même en Algérie, on va augmenter un peu nos capacités par rapport à ce qu'on a trouvé. Il y a le gazoduc entre Nigeria, le Niger et puis l'Algérie. On va exporter vers l'Italie, vers la France, vers l'Espagne, etc., l'Allemagne. Mais ça reste insuffisant. Donc la situation est très délicate. C'est pour ça qu'il faut chercher une solution à ce problème-là. Donc les Américains ne veulent pas. D'accord, ils ne veulent pas, malgré que quelques Européens essayent de trouver cette solution. Oui. Donc le troisième point est le plus important, c'est qu'on a vraiment peur qu'il y ait, je dirais, dans les médias, la chute du dollar, parce qu'actuellement, nous avons gagné. Oui. Mais est-ce que le dollar va persister, va rester, je dirais, la monnaie dominante dans les bourses internationales de la matière première? Parce qu'il y a le yuan et le rouble. Il ne faut pas oublier aussi que le président russe Vladimir Poutine a dit qu'on doit remplacer le dollar par le rouble, etc. Oui. Donc ce sont ces menaces. C'est une phase de transition. Très Antonio Gramsci a dit que la phase de transition, il y a des guerres, des pandémies, etc. Donc nous sommes en train de vivre une transition d'un monde monopolaire vers un monde multipolaire. Donc il y aura la Chine, la Russie, peut-être n'importe quel d'autres pays. J'espère que ça ne va pas se faire avec beaucoup de dégâts. En tous les cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis durant ces 2 heures. Une émission spéciale consacrée aux funérailles de la reine Elisabeth II. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec le journal de 19h et surtout restez avec nous pour la suite du programme avec nos invités. Monsieur Ben Yahia Falid, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci. Hiresh, je vous remercie et on se retrouve tout à l'heure.